Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous emmener dans l'univers de la parole qui devient musique. Alors, comme vous le savez, nous sommes fondamentalement des êtres communicants. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, justement, pour interagir les uns avec les autres. J'en profite pour faire une petite pub de la Journée mondiale de la voix qui a lieu tous les 16 avril. Donc le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et le 16 avril, c'est la Journée mondiale de la voix. Donc notre voix, c'est cette façon que nous avons dès le premier souffle, dès le bébé qui s'exprime, de transformer du souffle en son et du son en sens, un sens qui va nous permettre d'interagir avec notre environnement, de nous exprimer, de nous faire comprendre. C'est la puissance de la parole. Alors, pour parler, pour nous exprimer, nous avons un instrument, donc cet instrument, l'instrument vocal humain, dont nous allons apprendre tout au long de notre vie à en faire usage. Et cet usage, il va évoluer, l'instrument va évoluer. Il va évoluer pour des raisons déjà morphologiques, quand on va passer par le passage de la puberté. Et puis, il va évoluer aussi pour des raisons de vie et de mort, du tissu mou, des cellules. Et donc, on va avoir en fait une évolution constante de notre voix. Alors, je l'illustre ici sur l'exemple de l'évolution de la fréquence fondamentale ou de hauteur de la voix. Donc, c'est cette mélodie de la voix dont on parlait tout à l'heure, l'intonation. Eh bien, cette façon que vous avez de vous exprimer, et en particulier la hauteur de votre voix, elle va évoluer au cours de votre vie. Et si de votre naissance où vous parlez plutôt aigu, vous allez progressivement avoir la voix qui s'aggrave, et qui va s'aggraver encore plus si vous êtes un homme, eh bien, il faut savoir que, eh bien, avec la dégénérescence des tissus, voilà, l'évolution, vous vieillissez, votre corps visible vieillit, et votre instrument invisible, eh bien, il évolue lui aussi, il vieillit lui aussi, il se raidit un peu, et puis on a finalement une voix qui va dans la vieillesse être un petit peu différente. Vous voyez d'ailleurs que c'est intéressant parce que les hommes vont avoir la voix qui remonte un petit peu, voilà, avec l'âge. Donc, je vous propose déjà d'entrer dans le vif du sujet, au sens figuré comme au sens propre, avec ce professeur de chant, Tyler Ross, voilà, qui se propose de rendre la voix visible. Et l'IRM, que vous utilisez, qu'on utilise à CERCOG beaucoup en tant que IRM fonctionnel pour aller voir les fonctions cérébrales, nous l'utilisons aussi en sciences de la voix, justement dans sa façon dynamique, en IRM anatomique, pour aller voir comment ça se passe de l'intérieur, puisque notre instrument, par définition, c'est un instrument de l'intime. How about a raspberry? Voilà, donc c'est assez fascinant de voir ce que l'on ne voit jamais. Et donc cet instrument, il nous permet de parler et il nous permet aussi de chanter de diverses façons. Donc je me fais plaisir en vous montrant quelques expressions chantées de l'intérieur. Singing.
and beatboxing. Voilà, on voit déjà se dessiner à travers ces vidéos. Ce qui sera un peu le centre de mon propos, c'est que on a un même instrument pour parler, pour chanter, pour s'exprimer dans toutes ces formes d'expression, mais on va aller vraiment dans la musique, dans l'expression chantée, vers des usages de plus en plus experts, de plus en plus plastiques de cet instrument. Alors, intéressons-nous maintenant à un mot. Donc là, par exemple, je vous prends le mot suite, qu'on va exprimer de diverses façons. Sweet, 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 sweet. Donc là, ce que vous venez d'entendre, c'est une chanteuse qui a finalement, avec un même mot, fait des formes d'expression qui sont très diverses, voilà, et qu'on voit ici se refléter sur cette représentation temps-fréquence. Et vous aurez certainement reconnu, au milieu de toutes ces formes chantées de ce mot suite, une expression parlée du mot suite. Sweet, 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 sweet. Ça pour vous dire que déjà, notre cerveau va tout de suite savoir ce qui est de la parole et ce qui est du chant. Et là, du coup, j'ai envie de vous mentionner cette étude de Whitehead et Harmony, qui sont allés regarder finalement les contrastes entre la perception de sons instrumentaux, de sons vocaux parlés et de sons vocaux chantés au niveau cérébral. Et ce qu'ils montrent, en contrastant musique moins parole ou chant moins parole, c'est qu'on a des activations préférentielles à l'écoute des sons musicaux, qu'ils soient instrumentaux ou vocaux, dans le gyrus temporal supérieur, on sait être l'aire de reconnaissance de la voix, avec une activation amplifiée au niveau bilatéral du planum polaré antérieur, ou alors une activation au niveau droit du polaré temporal. Voilà, c'est pas ma spécialité, mais j'avais envie quand même de pointer l'accent sur le fait que entre parole et chant, c'est déjà une distinction cognitive. On fait des catégories, on sait reconnaître ce qui est de la parole et ce qui est du chant. Si on s'intéresse maintenant à l'aspect de production, produire de la parole, produire du chant, eh bien, on peut penser que c'est pas possible à même hauteur. La réalité, c'est qu'on peut parler et chanter tout à fait à la même hauteur. Donc, ce diagramme vous présente sur une échelle musicale où se situe l'étendue possible des hauteurs qu'on peut produire avec la parole et l'étendue possible des hauteurs qu'on peut produire dans le chant, en moyenne. Et encore, on est dans du chant lyrique là. Donc, vous voyez ici la zone de la parole. Donc, on retrouve le fait que les hommes vont parler en moyenne une octave en dessous des femmes. Voilà. Et puis, on a un ambitus d'environ une octave pour faire nos courbes intonatives dans la parole. Dans le chant, eh bien, ça va dépendre de notre morphologie. Ça va dépendre je vous vends tout de suite la mèche, je n'en parlerai pas plus. Ça va dépendre du diamètre de votre trachée. Et selon le diamètre de votre trachée, vous serez plutôt à même de chanter dans une tessiture, on va qualifier de la tessiture de basse, ou dans une tessiture de ténor, ou alto si vous êtes une femme, ou soprane, voilà, selon vraiment ce diamètre de trachée. Et on voit que finalement, cette zone dans laquelle vous pouvez chanter, eh ben, elle se recouvre avec la zone dans laquelle vous pouvez parler. Donc, parole et chant sont possibles à même hauteur. C'est pas forcément la hauteur, du coup, qui va distinguer la parole du chant. Alors, qu'est-ce qui va distinguer la parole du chant? Je vais faire avec vous une petite expérience rigolote. Enfin, en tout cas, moi, elle m'amuse. Donc, voici une séquence de syllabes. Ta, te, ti, tu, tu, tu. Ta, te, ti, tu, tu, tu. Est-ce de la parole, est-ce du chant?
Bon, clairement, on entend tateti totutu, on entend de la parole. Néanmoins, dans cette expérience, je suis un peu coquine parce qu'en fait, j'ai juste segmenté le début d'un son de syllabes tenues. Tateti totutu. Tateti totutu. Et ce qui ressemblait clairement à des syllabes parlées et enchaînées se transforme progressivement, bien que ce soit des sons tenus, à quelque chose qu'on ne va plus associer à de la parole, mais qu'on va clairement plutôt associer à de la musique et à du chant. Donc là, on dirait à la fin, et c'est la réalité, c'est une personne à qui on a demandé de chanter des syllabes de façon tenue. Donc on voit que là, ce qui change entre ces exemples, eh bien, c'est vraiment déjà cette notion de temporalité. Et donc, au niveau de cette distinction entre parole et chant, eh bien, il y a la notion de temporalité, ce qui sera temporellement restreint, rapide, de l'ordre de la dynamique mandibulaire. On va peut-être l'associer plutôt à de la parole, alors que ce qui sera plutôt tenu et spectralement riche, alors là, la richesse spectrale, elle est la même, hein, ce sera associé à du chant. Alors, je vous ai dit, on a le même instrument pour parler, pour chanter, et la notion de voyelle, elle est très explicite dans la parole. Voilà, donc là, on a eu les 10 voyelles orales du français. Enfin, il y en avait que 9 d'ailleurs. Il n'y avait que 3 nasales. Et on voit que on a des placements articulatoires évidents. Et ceux qui font de la phonétique ici savent qu'on aime bien en phonétique représenter finalement ces voyelles orales sur un plan à 2 dimensions. La première dimension sera le degré d'ouverture mandibulaire, le degré d'aperture. Depuis des voyelles qu'on va dire fermées, comme le I, le U, le OU, jusqu'à des voyelles ouvertes, comme le A. Le deuxième niveau sera la position finalement du point d'articulation. Est-ce qu'il va se positionner plutôt au niveau alvéodental ou est-ce qu'il va se positionner plutôt au niveau vélaire? Eh bien, ça va nous permettre de se distinguer aussi une voyelle I d'une voyelle OU. Quand on est acousticien, on aime bien passer de ce plan articulatoire à un plan acoustique en s'intéressant aux résonances du conduit vocal. Le conduit vocal, ça va être ces cavités qui vont du plan glottique, le lieu de jeunesse du son, jusqu'aux lèvres, en passant aussi par les narines, si jamais on a baissé le voile du palais mou. Donc, ce plan articulatoire se transforme en plan acoustique. Le premier axe qui va distinguer un I d'un E, d'un E, d'un A, ça va être la fréquence de la première résonance du conduit vocal, qui dans la parole, on le sait, a une gamme de fréquences très spécifique de 300 à 800 Hz. Et la fréquence, le deuxième axe, ça va être la fréquence de la deuxième résonance, qui dans la parole, on le sait, va varier de 800 Hz pour un OU jusqu'à 2500 Hz pour un I. Alors, si ça c'est très connu et voilà, et que finalement dans la parole c'est très important pour nous, ça nous permet, c'est la position de ces amplifications spectrales va nous permettre vraiment la discrimination des voyelles. Dans le chant, on va très vite être confronté à un problème parce qu'on ne fait pas que produire des mouvements articulatoires avec des amplifications spectrales liées à ce qu'on appelle le filtre, donc la propriété de résonance du conduit vocal. En fait, on chante des choses, on chante des notes,